Chers téléspectateurs de R7, bonjour. Bienvenue à notre chronique de ce jour. Je suis Didier Mouini Ivolo, celui qui vous présente la chronique de R7. Vu l'actualité du Congo, la chronique aujourd'hui vous propose de réfléchir sur trois sujets. Le premier sujet, c'est sur l'actualité la plus évidente dans notre pays, qui est l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. C'est en 2026, mais déjà, le PCT et les autres partis sont en train de préparer leurs outils, ou encore, pour mieux dire, leurs armes pour cette élection. Je vous expliquerai. Le deuxième sujet en lien avec cette élection, c'est cette répression sans précédent au Congo, les enlèvements, les intimidations, un climat de terreur, un climat de peur que le pouvoir fait régner au Congo pour impressionner, intimider les populations et donc se maintenir au pouvoir. Je vous expliquerai là aussi comment les choses se passent. Et puis un troisième sujet, ce sont les séances questions-réponses avec les journalistes congolais. Ces séances qui tournent au ridicule parce que, évidemment, comme je vous l'ai souvent dit, c'est quand même étonnant que les gens qui nous dirigent ne viennent pas expliquer devant la population ce qu'ils font. Aujourd'hui donc, on voit de plus en plus M. Thierry Mongala, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui est souvent accompagné d'un ministre pour rendre compte de l'action gouvernementale. Et qu'est-ce qu'on découvre? La médiocrité la plus totale. Et là aussi, nous allons, je vais vous en parler. Et donc, tout ça va nous renvoyer à la première question, 2026. Est-ce que, avec ce que nous allons traiter dans notre chronique, nous devons aller vers une élection présidentielle? Si oui, avec qui? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il est nécessaire d'aller concourir avec Denis Sassou Nguesso pour 2026? Nous en parlerons. Venons-en au premier de notre sujet, l'élection présidentielle de 2026. Nous avons vu l'opposition signer un protocole d'accord, signer une alliance, 17 partis de l'opposition qui signent une alliance en vue de préparer l'élection de 2026. Néanmoins, chose étonnante, quand vous regardez les images, dans ce que demande l'opposition aujourd'hui, c'est la même chose. Ce sont les mêmes points que l'opposition demandait déjà et avec à sa tête toujours Pascal Satima-Biala lors des élections précédentes. Donc, vous reculez d'aujourd'hui toutes les élections qui ont précédé, les dialogues ou les communications ou les concertations de Brazzaville, de Dolisie, de Wando, de Sibiti et j'en passe. À chaque fois, c'est la même liste de revendications de l'opposition que le pouvoir fait semblant d'accepter, que finalement, au moment de l'élection elle-même, le pouvoir met tout à la poubelle et organise ces élections comme elle l'entend. Et que fait l'opposition? Au lieu de rester soudée, vous avez souvent le chef de l'opposition qui dit « j'en prends acte » sans expliquer plus, et les autres partis de l'opposition qui réagissent chacun à sa manière, et finalement, l'opposition s'éclate, et puis on dit aux Congolais « allez dormir, il n'y a rien à voir, circuler ». Donc, nous restons persuadés qu'au niveau du CRC, la position qui est la nôtre de dire on ne fait pas une élection avec une dictature. Un coup d'État militaire contre une dictature peut paraître un des moyens les plus faciles et rapides d'éliminer un régime corrompu. Néanmoins, cette option pose de graves problèmes. Le plus important est qu'elle laisse en place une mauvaise distribution du pouvoir entre la population, l'élite au pouvoir et la force militaire. Le renvoi de certaines personnes et cliques des postes gouvernementaux facilitera tout simplement l'occupation de ces postes par d'autres personnes. Celles-ci auront peut-être un comportement plus tempéré et seront éventuellement plus ouverts à des réformes démocratiques, mais ils peuvent aussi, à l'inverse, être plus corrompus que ceux dont ils prennent la place. Après avoir consolidé sa position, la nouvelle clique peut se révéler plus impitoyable et plus ambitieuse que la précédente. Ainsi,
Malgré les espoirs qu'elle apportait, elle sera libre de faire ce qu'elle veut sans se préoccuper de démocratie ou de droits humains. Cela ne peut donc pas être une réponse acceptable au problème de la dictature. Quant aux élections, il n'en est pas question. Sous une dictature, elles ne sont pas un instrument efficace de changement politique. Certains régimes dictatoriaux, comme ceux du bloc de l'Est sous contrôle soviétique, firent des parodies d'élections pour paraître démocratiques. Elles ne furent que des plébiscites rigoureusement contrôlés pour faire entériner par le public des choix de candidats déjà tranchés par les despotes. Des dictateurs sous pression peuvent parfois accepter de nouvelles élections, mais en les truquant pour mettre en place leurs marionnettes civiles au gouvernement. Si des candidats de l'opposition ont eu le droit de se présenter et furent réellement élus, comme en Birmanie en 1990 et au Nigeria en 1993, les résultats furent simplement ignorés et les vainqueurs soumis à l'intimidation, arrêtés ou même exécutés. Les dictateurs ne vont pas se permettre d'organiser des élections qui pourraient les chasser de leur trône. Beaucoup de gens souffrant actuellement d'une dictature brutale, ou qui se sont exilés pour y échapper, ne croient pas que les opprimés puissent se libérer eux-mêmes. Mais ils pensent que leur peuple ne peut être sauvé que par l'intervention de tiers. Ils placent leur confiance en des forces extérieures et croient que seule l'aide internationale peut être assez puissante pour renverser les dictateurs. Cette idée selon laquelle les opprimés sont incapables d'agir efficacement est parfois exacte pour une certaine période. Souvent les peuples opprimés manquent de volonté et sont temporairement incapables de lutter, car ils n'ont aucune confiance en leur capacité de faire face à une dictature brutale et ne voient aucun moyen de s'en sortir. On comprend donc qu'ils placent leurs espoirs de libération en des entités tierces, en une force extérieure qui peut être l'opinion publique, les Nations Unies, un autre pays, ou encore des sanctions économiques et politiques internationales. Une telle vision est confortable, mais elle pose de sérieux problèmes. Cette confiance accordée à une puissance extérieure peut être très mal placée. Le plus souvent aucun sauveur étranger ne se présente, et si l'un d'eux le fait, on ne devrait probablement pas lui faire confiance. Car de dures réalités sont à considérer avant de s'en remettre à une intervention étrangère. Fréquemment, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature afin de faire avancer leurs propres intérêts économiques et politiques. Certains iront jusqu'à trahir le peuple opprimé plutôt que de tenir leur promesse d'aider à sa libération, cela afin de poursuivre un autre objectif. D'autres agiront contre la dictature pour mieux maîtriser le pays aux plans économiques, politiques ou militaires. Les puissances étrangères s'investissent parfois de manière positive pour le peuple opprimé, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d'attirer l'attention internationale sur la nature brutale du régime. Les dictatures existent principalement à cause de l'insuffisante répartition du pouvoir dans le pays lui-même. La population et la société sont trop faibles pour poser des problèmes sérieux au pouvoir dictatorial, la richesse et le pouvoir sont concentrés en trop peu de mains. La survie des dictatures dépend principalement de facteurs internes, même si elles peuvent être renforcées ou affaiblies par des actions internationales. Ces pressions internationales peuvent être utiles lorsqu'elles soutiennent un puissant mouvement intérieur de résistance. Ainsi, les boycotts économiques internationaux, les embargos, la rupture des relations économiques, l'expulsion des organisations internationales, ou la condamnation par les Nations Unies, par exemple, peuvent être utiles. Mais en l'absence d'un fort mouvement intérieur de résistance, de telles actions ne risquent guère d'être entreprises. La conclusion est difficile à accepter. Pour renverser une dictature efficacement et au moindre coût, il est impératif de travailler à 4 tâches. Renforcer la détermination de la population opprimée et sa confiance en elle-même, et améliorer ses compétences pour résister. Fortifier les groupes sociaux indépendants et les institutions qui structurent la population opprimée. Créer une puissante force de résistance interne. Développer un plan stratégique global de libération judicieux et le mettre en œuvre avec compétence. Une lutte de libération est un temps d'affermissement de la confiance en soi et de renforcement de la cohérence interne des groupes combattants. En 1879 et 1880, lors de la campagne irlandaise de grève des loyers, Charles Stuart Parnell professait « Il est inutile de compter sur le gouvernement, vous ne devez compter que sur votre propre détermination, aidez-vous en vous soutenant les uns les autres, fortifiez ceux qui, parmi vous, sont faibles, unissez-vous, organisez-vous et vous gagnerez. Une fois que vous aurez pris cette question en main, c'est à ce moment-là, et pas avant, qu'elle sera résolue. Quand la dictature doit faire face à une force solide, sûre d'elle-même, dotée d'une stratégie intelligente, avec des actions disciplinées, courageuses et vraiment puissantes, elle finira par s'écrouler. Mais, au minimum, les 4 conditions énumérées ci-dessus devront être remplies. Comme nous venons de le montrer, la libération des dictatures dépend finalement de la capacité des peuples à se libérer eux-mêmes. Les expériences réussies de défiance politique ou de lutte non violente à but politique prouvent qu'il est bel et bien possible pour les populations de se libérer par elles-mêmes. Mais cette option est restée peu développée. Nous l'examinerons en détail dans les chapitres suivants. Et nous avons déjà eu plusieurs chroniques pendant lesquelles nous l'avons répété. Face à une dictature, on résiste. Face à une dictature, on ne négocie pas. La seule négociation avec une dictature, ce sont les conditions de sa reddition. Si demain,
le PCT nous dit, nous allons nous sevrer de Denis Sassou Nguesso, c'est une possibilité. Pourquoi le PCT, semble-t-il, est le plus grand parti politique au Congo, comme on l'entend? Vous avez des gens, des analystes politiques au Congo qui vous disent le PCT, c'est le plus grand parti politique au Congo. C'est un parti du gouvernement, c'est vrai, parce qu'ils sont au pouvoir. Et c'est le plus grand parti. Mais quels sont les éléments constitutifs d'un grand parti? Lorsque, en sciences politiques, on parle d'un grand parti, ça suppose que l'existence de ce parti, l'idéologie de ce parti, la pensée politique de ce parti ne peut pas se reposer sur une personne. Ça, c'est faux. Donc, si le PCT est un grand parti, sentant venir le danger de 2026, pour rassurer les Congolais, eh ben, le PCT doit se débarrasser de Denis Sassou Nguesso en disant nous sommes un grand parti, Sassou a plus de 80 ans, il ne peut plus porter les espoirs des Congolais ni du PCT, et donc en tant que grand parti du gouvernement, nous assurons déjà l'alternance au sein du parti et désignons un autre candidat pour 2026. Ou tout au moins, nous faisons les primaires et les militants du PCT choisissent celui qui sera notre candidat. Attention, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un grand parti et dire à la fin, il n'y a qu'une personne qui est en capacité de compétir pour l'élection présidentielle au nom de ce parti. Le grand parti se définit par le nombre de ténors, des éléphants, des lions, si vous voulez, des faucons, des vautours, si vous voulez, qui sont capables de prendre la relève. Lorsqu'on parle d'un grand pays, d'une grande armée, une grande armée ne peut pas se reposer sur un seul soldat, même pas sur deux soldats. Une grande armée suppose que si on élimine le chef, vous avez plusieurs sous-chefs qui peuvent prendre la relève et continuer le combat. Donc, si le PCT veut démontrer aux Congolais que le PCT est un grand parti politique, alors il faut que le PCT se sèvre de Sassou. Il faut que le PCT se débarrasse de Sassou Nguesso, l'envoie à la retraite. Il y a eu une vie après la fonction présidentielle. George Weah et les autres présidents ghanéens, béninois, nigérians nous ont démontré que, et même sénégalais, nous ont démontré qu'il y a une vie après le pouvoir. En Côte d'Ivoire, Gbagbo n'est plus au pouvoir, Gbagbo, il vit. Dans beaucoup de pays africains comme ça, au Gabon, Ali Bongo est parti, peu importe dans quelles conditions, le Gabon n'a pas disparu. Au Sénégal, sont arrivés à la tête du pays Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui n'ont jamais été au gouvernement, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus médiocres que Denis Sassou Nguesso. Donc, à un moment donné, il faut une élévation dans les débats. À aller à 2026 et à l'élection présidentielle, avec Denis Sassou Nguesso comme candidat du PCT, pour quel intérêt, qu'il s'agisse de l'opposition, qu'il s'agisse des autres leaders qu'on entend, qui seraient des messies ou des envoyés de Dieu pour sauver le Congo. Puisque certaines personnes font référence à la Bible, je voudrais quand même rappeler aux Congolais qui sont très religieux, très chrétiens, qui dorment, semble-t-il, avec la Bible au chevet de leur lit, les Hébreux qui ont créé l'Israël, avec les Hébreux de la Bible, il n'y a aucun lien commun. Aucun. Moïse leur a promis la terre promise. Moïse a dit, je vous amène jusqu'à la terre promise. Il n'est jamais arrivé. Et ceux qui créent l'Israël d'aujourd'hui, ce sont des laïcs, ce sont des athées. Ils étaient ni militaires, ils étaient ni religieux. Et pire, c'était des gens de gauche. Les pères fondateurs de l'Israël aujourd'hui, les gens de gauche, anti-Dieu, anti-religion, anti-armée. C'est curieux. Pour un peuple qui se réclame aujourd'hui, le peuple élu de Dieu, mais le pays dont ils ont hérité a été créé pour ceux qui ne voulaient pas croire en Dieu. Donc finalement, ce n'est pas Dieu qui leur a promis le pays, qui leur a donné ça, avec ses prophètes, ses messies et autres, mais ce sont les laïcs. Donc faites très attention.
Aujourd'hui, le combat politique, c'est d'abord le combat de la conscience, le combat de la pensée, le combat de la réflexion. Peu importe d'où on vient, peu importe dans quel parti politique on milite. De 1997 à aujourd'hui, le CRC vous a démontré que le Congo a produit plus de 133 000 milliards de francs CFA. Sassou n'en a fait rien. Je vous rappelle une donnée statistique. Quand Sassou prend le pouvoir, déjà, Sassou 1, le Congo compte moins d'1,5 million habitants. Le Congo connaît un premier boom pétrolier. Et nous avons eu entre 4 000 et 6 000 milliards de francs CFA dans les années 80. Premier boom pétrolier. Le Congo compte moins d'1,5 million habitants. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, Sassou a des compétences pour conquérir le pouvoir. Mais il est médiocre dans la gestion du pouvoir. Et les politologues que vous avez à Brazzaville, qui passent sur Tcheleka, sur Sakola ou je ne sais pas, Télé Congo, peuvent vous expliquer. Dans l'action politique, vous avez une phase de conquête du pouvoir et vous avez des gens qui sont des très grands stratèges dans la conquête du pouvoir. Ils savent comment le faire. Et Sassou Nguesso est l'un d'eux. Il est très stratège dans la conquête. Chirac a été très stratège dans la conquête du pouvoir. Mais sauf que, même en France, Chirac n'a pas été bon dirigeant. Et l'actuel président américain, on le voit bien, il est très bon dans la conquête du pouvoir. Mais dans l'exercice du pouvoir, Donald Trump est médiocre. Regardez les dégâts qu'il est en train de créer. Donc, les Denis Sassou Nguesso, ils sont nombreux. Ils sont très bons dans la conquête du pouvoir, mais une fois qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils se retrouvent dans le palais, là, ils entrent dans une forme de dépression parce qu'ils se demandent, ouf, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, comme lui, il a des très bons conseillers occidentaux dans la dilapidation des fonds publics, eh bien, il ne fait que ça. Il dilapide des fonds publics, il s'achète des maisons, il vit sa vie. Parce que promouvoir le progrès économique et social d'un pays, ça lui donne des maux de tête. Mais il ne faut pas l'en vouloir. Il aime la politique dans la conquête du pouvoir et de s'installer dans le fauteuil présidentiel. Mais exercer le pouvoir comme lieu d'expression et de protection des intérêts de la collectivité, c'est un exercice tellement difficile pour lui que voilà, ça le saoule. Conclusion des courses, en 2026, au lieu d'aller au bureau de vote et choisir, entre autres, un bulletin de X, Y, et parmi ces bulletins, celui de Denis Sassou Nguesso, vaut mieux ne pas aller. Parce que de toute façon, Sassou ne quittera jamais, jamais, jamais le pouvoir par le vote. Un coup d'État militaire contre une dictature peut paraître un des moyens les plus faciles et rapides d'éliminer un régime corrompu. Néanmoins, cette option pose de graves problèmes. Le plus important est qu'elle laisse en place une mauvaise distribution du pouvoir entre la population, l'élite au pouvoir et la force militaire. Le renvoi de certaines personnes et cliques des postes gouvernementaux facilitera tout simplement l'occupation de ces postes par d'autres personnes. Celles-ci auront peut-être un comportement plus tempéré et seront éventuellement plus ouverts à des réformes démocratiques, mais ils peuvent aussi, à l'inverse, être plus corrompus que ceux dont ils prennent la place. Après avoir consolidé sa position, la nouvelle clique peut se révéler plus impitoyable et plus ambitieuse que la précédente. Ainsi, malgré les espoirs qu'elle apportait, elle sera libre de faire ce qu'elle veut sans se préoccuper de démocratie ou de droits humains. Cela ne peut donc pas être une réponse acceptable au problème de la dictature. Quant aux élections, il n'en est pas question. Sous une dictature, elles ne sont pas un instrument efficace de changement politique. Certains régimes dictatoriaux, comme ceux du bloc de l'Est sous contrôle soviétique, firent des parodies d'élections pour paraître démocratiques. Elles ne furent que des plébiscites rigoureusement contrôlés pour faire entériner par le public des choix de candidats déjà tranchés par les despotes. Des dictateurs sous pression peuvent parfois accepter de nouvelles élections, mais en les truquant pour mettre en place leurs marionnettes civiles au gouvernement. Si des candidats de l'opposition ont eu le droit de se présenter et furent réellement élus, comme en Birmanie en 1990 et au Nigeria en 1993, les résultats furent simplement ignorés et les vainqueurs soumis à l'intimidation, arrêtés ou même exécutés. Les dictateurs ne vont pas se permettre d'organiser des élections qui pourraient les chasser de leur trône. Beaucoup de gens souffrant actuellement d'une dictature brutale, ou qui se sont exilés pour y échapper, ne croient pas que les opprimés puissent se libérer eux-mêmes. Mais ils pensent que leur peuple ne peut être sauvé que par l'intervention de tiers. Ils placent leur confiance en des forces extérieures et croient que seule l'aide internationale peut être assez puissante pour renverser les dictateurs. Cette idée selon laquelle les opprimés sont incapables d'agir efficacement est parfois exacte pour une certaine période.
Souvent les peuples opprimés manquent de volonté et sont temporairement incapables de lutter, car ils n'ont aucune confiance en leur capacité de faire face à une dictature brutale et ne voient aucun moyen de s'en sortir. On comprend donc qu'ils placent leurs espoirs de libération en des entités tierces, en une force extérieure qui peut être l'opinion publique, les Nations Unies, un autre pays, ou encore des sanctions économiques et politiques internationales. Une telle vision est confortable, mais elle pose de sérieux problèmes. Cette confiance accordée à une puissance extérieure peut être très mal placée. Le plus souvent aucun sauveur étranger ne se présente, et si l'un d'eux le fait, on ne devrait probablement pas lui faire confiance. Car de dures réalités sont à considérer avant de s'en remettre à une intervention étrangère. Fréquemment, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature afin de faire avancer leurs propres intérêts économiques et politiques. Certains iront jusqu'à trahir le peuple opprimé plutôt que de tenir leur promesse d'aider à sa libération, cela afin de poursuivre un autre objectif. D'autres agiront contre la dictature pour mieux maîtriser le pays aux plans économiques, politiques ou militaires. Les puissances étrangères s'investissent parfois de manière positive pour le peuple opprimé, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d'attirer l'attention internationale sur la nature brutale du régime. Les dictatures existent principalement à cause de l'insuffisante répartition du pouvoir dans le pays lui-même. La population et la société sont trop faibles pour poser des problèmes sérieux au pouvoir dictatorial, la richesse et le pouvoir sont concentrés en trop peu de mains. La survie des dictatures dépend principalement de facteurs internes, même si elles peuvent être renforcées ou affaiblies par des actions internationales. Ces pressions internationales peuvent être utiles lorsqu'elles soutiennent un puissant mouvement intérieur de résistance. Ainsi, les boycotts économiques internationaux, les embargos, la rupture des relations économiques, l'expulsion des organisations internationales, ou la condamnation par les Nations Unies, par exemple, peuvent être utiles. Mais en l'absence d'un fort mouvement intérieur de résistance, de telles actions ne risquent guère d'être entreprises. La conclusion est difficile à accepter. Pour renverser une dictature efficacement et au moindre coût, il est impératif de travailler à 4 tâches. Renforcer la détermination de la population opprimée et sa confiance en elle-même, et améliorer ses compétences pour résister. Fortifier les groupes sociaux indépendants et les institutions qui structurent la population opprimée. Créer une puissante force de résistance interne. Développer un plan stratégique global de libération judicieux et le mettre en œuvre avec compétence. Une lutte de libération est un temps d'affermissement de la confiance en soi et de renforcement de la cohérence interne des groupes combattants. En 1879 et 1880, lors de la campagne irlandaise de grève des loyers, Charles Stewart Parnell professait « Il est inutile de compter sur le gouvernement, vous ne devez compter que sur votre propre détermination, aidez-vous en vous soutenant les uns les autres, fortifiez ceux qui, parmi vous, sont faibles, unissez-vous, organisez-vous et vous gagnerez une fois que vous aurez pris cette question en main, c'est à ce moment-là, et pas avant, qu'elle sera résolue. Quand la dictature doit faire face à une force solide, sûre d'elle-même, dotée d'une stratégie intelligente, avec des actions disciplinées, courageuses et vraiment puissantes, elle finira par s'écrouler. Mais, au minimum, les 4 conditions énumérées ci-dessus devront être remplies. Comme nous venons de le montrer, la libération des dictatures dépend finalement de la capacité des peuples à se libérer eux-mêmes. Les expériences réussies de défiance politique ou de lutte non violente à but politique prouvent qu'il est bel et bien possible pour les populations de se libérer par elles-mêmes. Mais cette option est restée peu développée. Nous l'examinerons en détail dans les chapitres suivants. Les 17 opposants qui viennent de signer un accord doivent d'abord dire aux Congolais, que faites-vous si en 2026, Sassou refuse de rendre le pouvoir, de donner le pouvoir à celui qui a été élu? Pour preuve, regardez cette vidéo. Bientôt, nous allons à l'élection présidentielle. Sans courir le risque de perdre l'initiative, nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment. Alors, dans cette vidéo que vous venez de voir, qui parle? Pierre Ngolo. Parce qu'il est actuellement président du Sénat. Mais à l'époque, quand Pierre Ngolo le dit, il est le patron du PCT. Qu'est-ce que Pierre Ngolo dit devant la représentation nationale et internationale? Il dit aux militants du PCT, nous avons connu la galère lorsque nous avons quitté le pouvoir en 92. Et nous savons qu'ils sont revenus par coup d'État. Les députés du PCT l'ont documenté, les responsables du PCT et même certains militaires qui soutenaient Sassou l'ont documenté, que de 92 à 97, le PCT et Sassou Nguesso et Loïc Le Floch Prigent, qui vient de nous quitter avec les sangs des Congolais jusqu'aux mains, mais je dirais jusqu'à la tête, l'a bien expliqué, a documenté. Loïc Le Floch Prigent a laissé beaucoup de vidéos sur Internet
dans lesquels il explique lui-même comment son entreprise ELF a aidé Sassou à revenir au pouvoir par le biais d'un coup d'État. Donc ça, ce n'est plus à démontrer. Pierre Ngolo dit très, très bien que si on ne maîtrise pas le sujet, si on n'est pas sûr de l'emporter, nous ne ferons pas les élections, nous n'irons pas, quitte à se maintenir au pouvoir par la force et à braver et à défier le peuple congolais. Parce que le souverain primaire, c'est le Congolais. Donc c'est un défi que le PCT a lancé depuis longtemps. Et l'opposition qui s'est réunie aujourd'hui pour signer un accord et dire voilà nos conditions, mais ont-ils oublié ce que Pierre Ngolo a dit? Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, cette attitude du PCT a changé? Mais cette attitude n'a pas changé, puisqu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir, parce qu'il dit quand on quitte le pouvoir, on est dans la galère. Ça suppose que même les milliards qu'ils volent, ils les dilapident dans le train de vie orgueilleux qu'ils ont. Quand Ngolo le dit, pourquoi? Mais parce que tout ce qu'ils volent comme argent, ils s'achètent les biens en Occident. Il faut savoir qu'ils sont incapables de maintenir ces biens-là. Je vous ai dit dans une chronique, lorsqu'ils achètent des maisons qui coûtent au moins 1 million d'euros, il faut savoir que 1 million d'euros devrait payer la taxe foncière. Je vous dis juste la taxe foncière, autour de 30 000 euros par an. Où est-ce qu'ils le trouvent quand ils ne sont pas au pouvoir? Mais au-delà de la taxe foncière ou la taxe d'habitation, parce que ces taxes existent dans tous les autres pays d'Occident où ils ont les maisons. Mais au-delà de ça, les frais de traitement de ces maisons-là, les factures d'eau, d'électricité, de gaz, les agents qu'ils embauchent ont des contrats en bonne et due forme. Mais s'ils les embauchent au noir, ce n'est pas grave, mais ils les payent. Donc, ils sont censés ponctionner et encore ponctionner les finances publiques pour financer leurs biens à l'étranger. Ce qui fait que s'ils quittent le pouvoir, ils seront obligés de vendre certains biens, si ces biens ne sont pas encore saisis au titre des biens mal acquis. Et du coup, ils ne sont pas bons gestionnaires avec les milliards qu'ils ont volés. Ils ne pourront pas créer d'entreprise. Un bon gestionnaire, un bon manager, avec l'argent qu'ils ont, ils créent ces business et ils vivent normalement. Mais eux, ils ne le sont pas. Ils ont besoin d'un puits qui ne s'épuise jamais. Et ce puits s'appelle les finances publiques, d'où ils ne partiront pas. Donc, pourquoi aller à l'élection avec eux? Autre chose qui montre qu'ils ne partiront pas. Regardez cette image. Président directeur général de la société italienne Eni depuis mai 2014, Claudio Descalzi est venu ce 15 juillet 2025 faire le point au président de la République, Denis Sassou Nguesso, des différentes activités que sa compagnie développe au Congo. Un accent particulier a été mis notamment sur la production de gaz et de pétrole qui contribue à la bonne santé de l'économie congolaise. D'abord, la priorité, c'était le gaz, donc l'exportation de gaz et le LNG. Comme vous savez, on a déjà démarré une première phase. Il y aura une deuxième phase avant la fin de l'année. Le projet dans le temps, les délais, d'un point de vue de temps, est bougé et on va arriver à produire 4,5 milliards de mètres cubes par an d'exportation du gaz. En même temps, il y a aussi l'augmentation du pétrole et du gaz associé dans le permis Néné. Donc plus de puits pour produire plus de pétrole qui va produire aussi plus de gaz pour l'exportation, mais aussi pour la partie domestique, donc pour la centrale électrique. Par ailleurs, la société Eni, qui a opté pour la diversification de ses activités au Congo, s'intéresse non seulement au secteur agricole avec le lancement récemment de l'unité de production de l'huile destinée aux biocarburants dans le département de la Bouinza, mais aussi accompagne le gouvernement dans la réhabilitation de la ligne électrique entre Brazzaville et Pointe-Noire. Le deuxième sujet, c'est l'agriculture. Comme vous avez vu, on a inauguré il n'y a pas longtemps à Lodima ce qu'on appelle AgriHub, donc un centre dans lequel on va traiter les graines pour produire l'huile végétale. Donc investissement de l'agriculture, ça c'est un premier centre. Il y aura d'autres centres. Donc une promotion de l'agriculture qu'on a préparée. Maintenant il va
il va être encore plus intensif. Et on a parlé d'électricité. On a commencé il y a 2 jours le travail sur la ligne haute tension avec les centrales de distribution pour rétablir toute la ligne d'ici d'Agenot, Pont-Noir, Brazzaville, pour la mettre en état et avoir la possibilité d'utiliser le 100% de la potentialité de la centrale de la Tchèque. Présente au Congo depuis 1968, la société Eni est le deuxième opérateur pétrolier après Total EP. Dans la vidéo que vous venez de voir, c'est le patron d'Eni qui est en Italie, en mission au Congo. Donc, vous entendez les investissements. Et ce qui est intéressant dans ce que ce patron de la société Eni dit, c'est qu'il ne parle pas que du pétrole. Il vient vous confirmer ce que je vous dis depuis des années, que les Congolais se focalisent sur l'argent du pétrole. J'ai dit, attention, le Congo produit aussi beaucoup de gaz. Et je vous disais, avec les toutes premières sanctions de l'Europe contre la Russie, j'ai dit, attention, si la Russie cesse d'être fournisseur de l'Union européenne en gaz, où est-ce que l'Union européenne va trouver ce gaz-là, puisque, en grande partie, les Européens se chauffent au gaz. Ça suppose que notre production de gaz va augmenter, je vous le dis, dès les premières sanctions. Et là, le patron de la société Eni vient vous le confirmer. Donc, il vous donne le tonnage de production de gaz que Eni réalise. Mais ajoutez Total, ajoutez les autres sociétés, parce que les sociétés pétrolières ne ponctionnent pas que du pétrole sur les sites où elles sont installées. Ces sociétés ponctionnent du pétrole et du gaz. Alors, où va l'argent du pétrole? Mais aussi, je le répète aujourd'hui, où vont les milliards générés par la production du gaz au Congo? Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Et comble de malheur, on apprend que la consommation locale du gaz qui revient au Congo, c'est pour alimenter les centrales électriques et pour alimenter la vie quotidienne des Congolais. Et ces centrales électriques, c'est pour alimenter les sociétés pétrolières. Donc, vous voyez que tout est focalisé autour de l'activité pétrolière et gazière, dans l'intérêt d'Eni, de Total, et de Sassou Nguesso et de sa famille. Écoutez ce patron parler, écoutez Sassou parler. À aucun moment, on ne fait référence au peuple congolais, au bien-être des Congolais. Le patron de Eni vous parle même des biocarburants,
de l'huile qu'on va installer, qu'on est en train d'installer à l'Oudima. Vous l'avez entendu dire en quoi ça va être un bien-être pour le Congo et depuis quand Eni est référencé dans le monde comme une entreprise agricole. Il plante deux pieds de ricin pour fabriquer de l'huile de ricin et il dit que c'est pour le développement agricole du Congo. Vous voyez que ces gens, alors que c'est des sommités en termes d'intelligence managériale des entreprises, mais quand ils arrivent au Congo, ils se rabaissent au niveau de Sassou et se moquent de Congolais. Parce que le langage que le PDG d'Eni vient de tenir, que vous avez entendu, dites-lui s'il peut dire la même chose à Mélanie. Posez-lui la question. Et moi, j'aimerais que les journalistes congolais à Brazzaville lui posent la question. Est-ce qu'en Italie, Eni est connu comme entreprise agricole? Il y a Eni en France. Donnez-moi un autre pays où Eni est connu comme l'entreprise qui va promouvoir l'agriculture. Et quelle agriculture? Dans une situation de crise économique, de crise sociale, si on doit investir dans l'agriculture, c'est d'abord l'agriculture de consommation pour les populations. Je vous donne un exemple. Lorsque les biocarburants commencent, l'un des pays en pointe, c'est le Brésil. Le Brésil commence et on détruit les forêts pour installer notamment les plantations de maïs pour fabriquer les biocarburants. Mais tout de suite, levée de bouclier des populations brésiliennes, mais aussi sud-américaines qui disent attention, le maïs constitue l'aliment de base des populations en Amérique du Sud. Si 70% de la production de maïs sont orientés dans la production de biocarburants, mais de quoi allons-nous manger? Nous n'allons pas travailler dans les plantations de maïs pour qu'à la fin, nous manquons de la farine de maïs pour faire nos pains, puisque en Amérique du Sud, l'aliment de base, c'est le pain de maïs. Nous, c'est le manioc, le foufou. Mais eux, c'est le pain de maïs. Donc, il y a eu des grands débats autour de la production agricole, notamment du maïs, sur quelle quantité pour les biocarburants et quelle quantité pour la consommation locale pour ne pas pénaliser les populations. Voilà une pensée pensante bien pensée. Alors, le patron de Eni vient jouer son cinéma et il faut l'applaudir. Ce n'est pas acceptable. Donc, quand vous voyez ce genre de cinéma, la seule chose que vous devez retenir, c'est que Eni, Total, tous protègent Sassou pour leurs intérêts. Et bien, pour l'intérêt du Congo, la population doit dégager Sassou. Point. Lorsque un tyran est en train de vous traumatiser, traumatisez-le aussi. Pasqua, ministre de l'Intérieur de la France, avait coutume de dire « Il faut terroriser les terroristes ». Au cours de ses études à Oxford, Jean a une révélation. Il comprend comment un peuple peut faire tomber un tyran. Il faut identifier les fondements du pouvoir politique, que ce soit sa légitimité, le soutien populaire ou le soutien institutionnel. Alors là, vous saurez de quoi dépend la dictature pour exister. Et comme les sources de ce pouvoir reposent sur la bonne volonté, la coopération, l'obéissance et l'aide du peuple et des institutions, alors la tâche devient très simple. Il ne reste plus qu'à mettre à mal ce soutien, cette légitimité, cette coopération et cette obéissance, et alors le régime sera affaibli. Si vous lui confisquez les sources de son pouvoir, alors il s'effondrera. Qu'avez-vous ressenti à cet instant? Quand j'ai eu cette révélation, Oui. je me suis senti immensément soulagé, parce que c'était quelque chose de très concret. L'atomisation, c'est quand un régime tente de prendre chaque individu de la société et d'en faire un élément isolé. C'est l'un des meilleurs moyens qu'ils ont trouvé pour garder le pouvoir. Ils cherchent à contrôler la population, faire en sorte que tous aient peur des autres, redoutent de s'exprimer et d'agir ensemble, qu'on ne puisse pas dire à ses voisins ni à sa famille ce que l'on pense vraiment. Quand on voit quelqu'un d'extérieur faire preuve de courage,
alors soudain on devient nous. Il n'y a plus de je. Nous pouvons faire ce que moi seul je ne pouvais pas. Ces piliers soutiennent le gouvernement, tout comme mes doigts soutiennent ce livre. J'ai mis en place une stratégie visant à ébranler chacun de ces piliers, que ce soit la police, les institutions religieuses, les travailleurs, toutes les organisations. Quand ils s'affaiblissent et qu'ils finissent par céder, alors le gouvernement s'effondre. Sans ces piliers, il n'est rien. Dans l'idéal, nous ne voulons pas que ces piliers soient démolis, mais qu'ils se déplacent et se mettent à soutenir le mouvement démocratique. Si l'on veut que ces piliers changent de camp, alors il faut parvenir à convaincre les gens. Et c'est exactement ce que Otpor a fait. Nous allions dire aux policiers que nous étions tous victimes du même système. Il n'y a aucune raison que les victimes se fassent la guerre. Lorsque la dictature, la tyrannie use de brutalité, le peuple utilise aussi la brutalité. Et c'est Karl Marx qui le disait, à une puissance matérielle, il faut opposer une force matérielle équivalente ou plus. Si le pouvoir commence à se radicaliser, la population doit aussi se radicaliser. Et vous lui renvoyez sa propre violence. Ça, c'est très important. Parce que, en plus des intérêts financiers qu'ils ont à protéger, en plus de la galère que Ngolo évoque, je vous ai déjà parlé des procès à venir. Ne l'oubliez pas, ayez cette analyse toujours en tête, que les intérêts qu'ils ont, le financement de leur train de vie et les risques judiciaires, s'ils ne sont plus protégés par le pouvoir qu'ils ont, tout ça font que 2026, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'y aller. Et je demande même aux Congolais de ne pas aller voter. Maintenant, si on se soucie de nos vies, c'est la révolution du fleuve. Il n'y a pas 36 000 solutions. Sachez-le, ce qu'ils craignent, ce ne sont pas les partis politiques, je vous l'ai dit. C'est le soulèvement populaire. Ça, on le sait. Et avec le retrait de la base militaire française au Sénégal, je vous dis ça depuis au moins 5 ans, c'est fini cette histoire des militaires occidentaux blancs qui viennent tirer sur les Africains noirs dans leur propre pays. C'est fini. Depuis la guerre de la Russie, dès lors que les Occidentaux ont condamné les agressions de la Russie en Ukraine, dès lors qu'on condamne les agressions israéliennes en Palestine ou en Iran, dites-moi au nom de quoi la France insoumise, le Parti socialiste, les Américains, les Russes, les Chinois laisseraient les Français ou je ne sais pas quelle puissance venir intervenir pour protéger Sassou. Ça n'existe pas, c'est une fausseté. Nous avons une fenêtre de tir unique et que le peuple peut se libérer aujourd'hui. Aucun militaire français ne viendra. Sassou est face à sa population, à la population congolaise, et il le sait. Et en 2026, ce qu'il redoute, ce n'est pas autre chose, c'est le soulèvement du peuple qui dit maintenant, tu dégages. Et ça, il faut qu'on y arrive. Parce qu'on ne peut pas laisser ce pouvoir continuer à tyranniser comme ça. Suivez cette analyse d'un journaliste de Télé Congo. Une dernière question, Boni, pour nous séparer. Est-ce que cette sortie médiatique des quelques membres d'opposition aurait fait peur au Parti congolais du travail? Non, je ne pense pas que dans sa posture dominante actuelle, que le PCT ait peur d'un opposant quelconque. Tout ce que le PCT peut craindre, c'est l'effet contagion, j'ai envie de dire, de la mobilisation de cette opposition. Vouloir donc... le PCT craint certainement que cette opposition réussisse à mobiliser la population, réussisse vraiment à faire adhérer la population à leur démarche et éviter peut-être un peu des soulèvements populaires, éviter des manifestations de l'opposition. C'est peut-être ce que le PCT peut craindre, parce que vous savez que ce parti qui demeure un grand parti, surtout en termes des membres qu'il a aujourd'hui,
aujourd'hui n'est plus depuis quelque temps porté par la population congolaise en grande partie. Donc, la peur, c'est aussi de voir un leader politique qui soit de l'opposition être capable de mobiliser une forte partie de la population. Mais ils peuvent dormir tranquillement parce que la plupart des gens qui sont à l'opposition ont été hier alimentés par le Parti Congolais du Travail, étaient aussi dans le Parti Congolais du Travail, le RDD qui est aujourd'hui incarné par Yombi Fils a toujours été un allié du PCT pendant longtemps. Donc finalement, le PCT connaît plus ou moins comment fonctionnent ses opposants et qui ne peut pas leur faire peur aujourd'hui. Mais la crainte, c'est surtout la crainte du PCT, c'est l'inconnu. L'inconnu jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que pense la population. Vous venez de suivre ce journaliste de Télé-Congo, je le suis souvent avec son homologue, les émissions qu'ils font. Évidemment, ce qu'il dit, mais je vous le dis depuis longtemps, ça fait des années que je vous le dis. Quand bien même qu'un leader de l'opposition avait dit François Hollande soutenait Sassou Nguesso, je vous disais non. Il donne l'impression, parce qu'on est dans la diplomatie, mais dans la réalité, depuis François Hollande, la France n'a plus le moyen d'intervenir dans des révoltes populaires en Afrique. Et d'ailleurs, avec le retrait français déjà du Mali, du Niger et du Burkina, les images de l'armée française dans les rues africaines, ça ne passait plus. Ça ne passait plus et la guerre en Ukraine est venue entériner cela. Donc, tout ça nous amène à notre deuxième sujet, qui est celui de la répression. Donc, cette peur de la population, ce manque d'arguments, parce que le bilan n'y est pas, il n'y a pas de bilan. Écoutez les ministres parler. Regardez les points presse des ministres. Vous les voyez avec des visages fermés. Ils sont agressifs vis-à-vis des journalistes quand ils ne sont pas tout simplement menaçants, quand les journalistes posent des questions. Et lorsqu'un journaliste a posé la question, regardez toutes les réponses de Thierry Mongala. La première chose, il attaque le journaliste ou la journaliste. Regardez toutes les vidéos de Thierry Mongala. Dès qu'on lui pose une question, la première chose qu'il va faire, c'est d'attaquer le journaliste ou la journaliste. Donc, ils sont dans un exercice difficile. D'un côté, ils sont obligés de venir se justifier leurs actions, mais de l'autre, ils n'ont pas de résultats probants, intéressants, positifs à proposer aux populations. Et du coup, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, cette crainte qui est générée fait qu'aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui n'a jamais été aussi répressif. Regardez les enlèvements des activistes de la société civile ou des activistes politiques. On ne sait pas pourquoi. On a eu Lassi Buiti qui avait disparu. Sa femme avait donné l'alerte. On l'a retrouvé au bord d'une rivière, laissé pour mort. Heureusement qu'il s'en est sorti. Et le procureur de la République, digne d'un procureur d'une république bananière, doit s'auto-saisir. Or, le procureur de la République, un procureur digne d'une république bananière, il attend, si M. Lassi le souhaite, qu'il puisse le saisir. Mais combien de sujets M. Okongakala s'est auto-saisi en expliquant que depuis quelques jours, traîne sur la toile. Et pourquoi, pour le cas de M. Lassi, il ne diligente aucune enquête alors que ça traîne sur la toile? Pour M. Zidane, ça traîne aussi sur la toile. Pour les autres, on lui dit ça traîne sur la toile. Thierry Mongala, pareil. Il dit oui, mais s'il veut, il peut nous saisir. Mais Thierry Mongala, combien de fois il a pris la parole en disant ça fait plusieurs fois, on a suivi sur la toile, donc nous sommes obligés d'intervenir. Donc vous choisissez les sujets pour lesquels vous intervenez. Après M. Lassi Buiti, il y a eu un avocat qui a été enlevé. Je joins ma voix à toutes les voix individuelles et collectives qui se sont exprimées au Congo comme à l'étranger pour demander la libération immédiate et sans condition de Maître Ben Kaben Masuka. Un avocat, Maître Ben Kaben Masuka, a été arrêté.
Il est arbitrairement détenu dans les services de l'État. C'est une affaire grave. Cette gravité n'est pas due à la personne civile de l'avocat, mais à son statut. Il faut rappeler que de l'ensemble des professions libérales qui existent au Congo, seule la profession d'avocat bénéficie des garanties procédurales exorbitantes de droit commun. C'est-à-dire qu'en temps ordinaire, on ne peut procéder à l'arrestation d'un avocat que suivant une procédure spéciale et en présence à la fois du procureur général et du bâtonnier de l'ordre des avocats, du bâtonnier du barreau. Cette garantie, ce privilège, n'est pas un cadeau fait aux avocats, mais c'est la manifestation de la reconnaissance du rôle primordial de l'avocat dans le primat du droit dans la société. Il importe de rappeler que l'avocat est celui qui porte la voix de la personne qui risque d'être condamnée ou de celle qui risque de perdre son patrimoine. L'avocat participe à travers le débat contradictoire formalisé à la production de la vérité et à la distribution de la justice. C'est en raison de ce rôle qu'on lui reconnaît, d'une part, la liberté de la conception stratégique de la bataille judiciaire qu'il aura à mener, et d'autre part, l'indépendance dans le choix des moyens qu'il aura à utiliser. C'est dans ce contexte qu'il est important de rappeler aussi que l'avocat en droit congolais est un auxiliaire de justice, non pas un auxiliaire du magistrat, mais un auxiliaire de justice, donc de la valeur fondamentale que représente la justice. Ce qui fait qu'il n'y a pas de justice sans avocat, parce que l'avocat est la béquille de la justice selon l'expression légale, auxiliaire de justice. Au-delà, l'avocat est une personne humaine, c'est un homme, et bénéficie comme tous les hommes des droits fondamentaux de la personne humaine. Or, notre société est allée trop loin dans la violation des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un sujet indisponible parce que les droits de l'homme sont inaliénables et imprescriptibles. Ce n'est donc pas un sujet de négociation. Les droits de l'homme, ça se respecte, un point, c'est tout. Lorsque vous êtes avocat, donc vous bénéficiez des droits de l'homme et que vous bénéficiez de surcroît des garanties procédurales exorbitantes de droit commun, l'État ne peut pas procéder tel qu'il a agi concernant Maître Ben Kaben Masuka. C'est pour cette raison, puisqu'il est nécessaire que l'État puisse faire une marche en arrière sur cette voie de respect des droits de l'homme, pour ne pas dire de violation des droits de l'homme, il est nécessaire que l'État recule, que nous puissions dans cette société vivre pour tous les hommes sous la primauté du droit, et pour les avocats en particulier, lorsque des actions doivent être menées à leur encontre, que l'État se fasse la violence de respecter les procédures. Bien entendu, les avocats ne sont pas au-dessus de la loi, mais ils ne sont pas en dessous de la loi non plus. Il importe donc de respecter le cadre légal. Pour cela, je joins ma voix à toutes les voix individuelles et collectives qui se sont exprimées au Congo comme à l'étranger pour demander la libération immédiate et sans condition de Maître Ben Kaben Masuka. L'ancien bâtonnier
Et il y a eu la grève des avocats. C'est curieux que quelqu'un de cette stature soit enlevé. Le pouvoir n'explique rien, mais surtout, le procureur n'engage aucune enquête, quitte à dire au final que l'enquête n'a rien donné. Et derrière, nous avons quand même la grève des avocats, les prises de parole des avocats dénonçant cet enlèvement, et lui aussi a été abandonné pour mort. Dieu merci, c'est comme si aujourd'hui, Dieu a compris que bon, les Congolais ont tant souffert, de temps en temps, il faut que j'en sauve quelques-uns. Parce que pour les tortionnaires, il est mort, mais au final, Dieu l'a gardé en vie. Donc, on voit bien la fébrilité du pouvoir, la peur du pouvoir, parce que pour le pouvoir, ce n'est pas un homme politique qui va symboliser la résistance, la lutte, mais c'est le peuple. Ce qui fait que parmi les peuples, même les petites personnes qui prennent la parole, tout de suite, ça les braque. Et ça, on voit bien cette peur, même quand les journalistes posent la question. Tout de suite, ils sont agressés par les ministres. Eh bien, les pauvres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils écoutent, mais le peuple jugera. Donc, cette répression sans précédent se poursuit au niveau des partis politiques. On apprend comme ça que certains partis politiques qui ont toujours existé, comme le RDD, comme le parti de Mirassa, pour ne citer que ces deux-là, sont maintenant rayés de la liste des partis politiques au Congo, au motif que ces partis n'ont pas d'assises nationales. Bon, je n'ai pas besoin de sortir d'Harvard, d'avoir un doctorat en droit ou je sais pas, en sciences politiques, mais la toute petite définition, mais toute petite définition d'un parti politique, c'est quoi? En sciences sociales, en sciences humaines et sociales, le groupe, c'est à partir de combien? À partir de 2. 2 individus, c'est un groupe. Or, le parti politique, c'est un rassemblement de 2 ou plus d'individus qui ont leur idéologie, ont leur pensée politique, mènent leur combat pour la conquête et l'exercice du pouvoir, point. Ça, c'est la définition en sociologie politique d'un parti politique. On n'a pas dit le parti politique commence à partir de 20 000, 5 000. Non, un parti politique, c'est à partir de 2. C'est-à-dire, Mirassa et sa femme, c'est un parti politique. Le fils Yobi et sa femme et ses neveux peuvent constituer un parti politique. Ça, c'est la première chose. Cette question de l'assise nationale, au Congo, presque tout le monde. Et c'est grave. C'est vraiment très grave. Même les analystes politiques au Congo, qui se disent politologues, tombent dans le piège. C'est fou, c'est dingue. Dans aucun pays, il est établi que pour être un parti national, il faut avoir des sièges dans tous les départements. Mais c'est un mensonge. Dans aucun cours de droit, dans aucun cours de sciences humaines et sciences sociales, traitant de la question des partis politiques, on a enseigné ça. Sinon, publiez-nous le cours. Et qu'on ne vous enseigne pas des faussetés. 2 personnes peuvent constituer un parti politique. C'est juridique. La question de l'assise nationale, ce n'est pas une question de siège social. C'est une question d'idéologie politique. C'est-à-dire que le parti politique ne peut être accepté que si son idéologie politique défend l'intérêt national, point. Si je ne défends que l'intérêt de Balari, de Bamboshi, de Bakouni, de Babembe, je ne peux pas être un parti politique, que mon parti soit composé de 2 personnes ou d'1 million de personnes. C'est ce que ça veut dire, cette assise nationale. À chaque fois que je prends la parole, je parle du Congo, de Pétou à Pointe-Noire, de Djambala à Komono. Mais il n'est pas dit que le parti de Mirassa, de Yomi, même le PCT peut ou ne pas avoir un siège à Kibangu. Le PCT peut ou ne pas avoir un siège à Lukolela ou dans la cuvette ouest. Ce n'est pas une obligation. La loi n'a pas à imposer des partis politiques à implanter des sièges. Par contre, la loi peut dire qu'un parti politique qui a une idéologie régionale, ethnique, tribale, sera supprimé. Ah oui, ça dans le monde entier, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler des partis politiques. Qu'est-ce que c'est finalement un parti politique? Au sens juridique, un parti politique, c'est une association.
c'est-à-dire une organisation de personnes au service d'une idée commune et dont le but n'est pas de partager des bénéfices. Le parti politique recherche la réalisation de ses idées via la conquête et l'exercice du pouvoir. Il permet l'expression des suffrages, c'est-à-dire des voix des citoyens, et peut se former librement, donc on n'a pas besoin d'autorisation préalable pour le créer, du moment qu'il respecte les principes de la République. Un parti politique doit être déclaré en préfecture et la déclaration publiée au journal officiel des associations pour avoir une capacité juridique, c'est-à-dire pour acquérir des droits et les devoirs qui vont avec au sens de la loi. On dit qu'un parti politique est une personne morale de droit privé, c'est-à-dire un groupement de personnes réunies pour accomplir quelque chose en commun et qui se soumet à l'ensemble des règles de droit applicables aux personnes et aux entités comme les associations ou les entreprises. Pour être vu comme un parti politique en tant que tel, l'association dont le but est politique doit respecter les textes relatifs au financement des partis politiques, ainsi que ceux relatifs à la transparence financière de la vie politique. Donc la question de l'assise nationale, c'est une question de la pensée politique, de l'idéologie politique. Ce n'est pas une question du siège du parti, puisque dans sa définition intrinsèque, étymologique, à partir de 2, vous pouvez faire votre parti politique. Alors comment vous faites pour animer les sièges dans les 12 ou les 13 ou 15 départements du Congo? C'est pas possible. Donc vous voyez bien que l'interprétation qu'on fait à Brazzaville, même pas... J'ai suivi les politologues qui passent. C'est une fausseté. Et d'ailleurs, relisez la Constitution. Cette histoire d'installer ou pas le siège à tel ou tel, ça fait partie de ce qu'on appelle dans la Constitution les droits fondamentaux. C'est la liberté de choix. Comme je vous l'ai dit, l'UPADS, le PCT, Yuki, tel ou tel parti n'ont pas d'obligation d'installer forcément des sièges à tel ou tel. Les sièges, ça dépend des finances aussi des partis. Je vous prends le cas du Parti socialiste en France. Le Parti socialiste, quand ils sont au pouvoir, ils ont la majorité parlementaire, ils ont donc un niveau de cotisation qui fait que le Parti socialiste est représenté un peu partout sur l'étendue du territoire. Alors voyons un peu ce que disent ces textes et commençons par parler des lois régissant le financement des partis politiques. Ceux-ci peuvent être de 2 types, publics et privés. D'abord, parlons des financements publics. Aujourd'hui, il y a 2 critères qui permettent à un parti d'obtenir une aide publique, sachant que les 2 peuvent s'ajouter. Le premier, c'est le résultat aux élections législatives. Les partis qui ont présenté des candidats qui ont obtenu au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions reçoivent une aide publique, proportionnellement au nombre de suffrages, c'est-à-dire au nombre de voix qu'a obtenu chaque candidat. Une autre partie de l'aide publique est attribuée aux partis proportionnellement au nombre de députés et sénateurs qui y sont inscrits en rattaché. Pour donner un exemple, entre 2007 et 2012, chaque voix rapportait aux partis politiques environ 1,70 € par an et chaque parlementaire environ 44 000 € par an. Il faut savoir que si la parité homme-femme n'est pas respectée lors de la présentation des candidats aux élections, les partis politiques sont pénalisés financièrement. Voyons maintenant les possibilités de financement privé. Le premier type vient des cotisations des adhérents et des élus. Celles-ci sont généralement d'un montant peu élevé et ne suffisent pas à faire face aux dépenses des partis politiques. Le deuxième type de financement privé autorisé, ce sont les dons des personnes privées, limités à 7 500 € par personne et par an. Ils sont souvent obtenus au moment des élections et rarement dans le cadre normal du fonctionnement des partis. Tout don de personnes morales, c'est-à-dire des entreprises ou des associations ou encore des fondations, syndicats ou collectivités locales, sont interdits pour éviter les financements occultes ou les pressions provenant de grandes puissances financières. Également, le financement complémentaire par des micro-partis est interdit. Effectivement, il existe en France une multitude de micro-partis qui peuvent être des partis locaux ou associés à une personnalité politique. Ceux-ci n'ont pas forcément pour objectif d'obtenir des élus et donc du financement public. Avant 2013, ils pouvaient servir à recueillir des financements privés via des dons de sympathisants pour apporter un financement complémentaire aux grands partis. Jusqu'à 2013, une personne pouvait donner plusieurs fois le montant autorisé à plusieurs partis différents appartenant à la même sphère politique. Depuis, c'est interdit. On ne peut pas donner plus de 7 500 € par an en tout, que ce soit à un parti politique ou à plusieurs. Mais au fur et à mesure que le nombre d'élus baisse, les finances baissent, le Parti socialiste a vendu son siège de Paris, le Parti socialiste a fermé certaines permanences, le Parti socialiste a réduit le nombre de ses collaborateurs, ce que l'UMP est en train de faire aujourd'hui, et ce que les macronistes feront demain. Mais on ne va pas dire que le Parti socialiste n'a pas d'assise nationale. Vous voyez? Donc ça, c'est des interprétations médiocres qu'on fait des lois, qu'on écrit, qu'on ne comprend pas, et derrière, il n'y a pas eu de débat préalable pour expliquer de façon pédagogique et déontologique les choses
pour que les gens comprennent. Et aujourd'hui au Congo, on a intégré que tu ne peux pas créer un parti politique si tu ne peux pas installer les sièges dans tous les départements. Mais c'est faux. La liberté de croire ou de ne pas croire fait partie des libertés fondamentales dans la Constitution. Et si moi je crois à une certaine idéologie, j'ai une certaine pensée politique, je peux créer mon parti politique, les gens sont libres d'adhérer. Si les gens n'adhèrent pas, mais moi et quelques amis, ça nous suffit d'avoir notre parti. On peut sillonner tout le Congo en ayant un seul siège à Brazzaville, mais on va sillonner tout le Congo pour porter un message à caractère national et non pas régional et ethnique. Et on est un parti reconnu comme tous les autres partis. Et on peut concourir à toutes les élections. Donc demain, on va dire quoi? Mirassa ne peut pas être candidat à la députation? Mirassa ne peut pas être candidat à la présidentielle? Mirassa ne peut pas être candidat au local et autres? Voilà encore une interprétation dictatoriale et tyrannique des lois, ce qui montre qu'il y a une fébrilité au niveau du pouvoir, il y a la peur du peuple en 2026 et le CRC vous le dit, face à la dictature, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de vote. Face à la dictature ou à la tyrannie, on résiste, on combat. Confrontés aux graves problèmes d'une dictature, certains peuples s'installent dans une attitude de soumission passive. D'autres, ne voyant aucune possibilité d'aller vers la démocratie, concluent qu'ils doivent composer avec cette dictature apparemment indestructible, en espérant que, grâce au dialogue, au compromis et aux négociations, il sera possible de sauver quelques éléments positifs et de mettre fin aux brutalités. En apparence et faute d'alternatives réalistes, cette option en séduit beaucoup. La négociation est un outil très utile dans la résolution de certains types de problèmes et ne doit être ni négligée, ni rejetée lorsqu'elle est appropriée. Dans certaines situations qui ne portent pas sur des questions fondamentales et donc sur lesquelles un compromis est acceptable, la négociation peut être un moyen appréciable pour régler des conflits. Une grève ouvrière pour une augmentation de salaire est un bon exemple de conflit pouvant se traiter par la négociation. On trouve un point d'accord situé entre les propositions des parties en présence. Mais les conflits sociaux impliquant des syndicats reconnus sont bien différents de ceux dont l'enjeu est l'existence même d'une dictature cruelle ou le rétablissement de la liberté politique. Lorsque les enjeux sont fondamentaux, qu'ils affectent des principes religieux, des libertés humaines ou le développement futur de toute la société, les négociations ne peuvent pas trouver une solution acceptable. Sur des questions fondamentales, il n'y a pas de compromis possible. Seul un changement radical des relations de pouvoir en faveur des démocrates peut assurer la sauvegarde des enjeux fondamentaux. Un tel changement s'obtiendra par la lutte et non pas par des négociations. Cela ne signifie pas que la négociation ne doive jamais être utilisée mais plutôt qu'elle n'est pas un moyen réaliste pour renverser une puissante dictature quand une forte opposition démocratique fait défaut. Cependant, il arrive que la négociation ne soit même pas une option. Les dictateurs solidement retranchés et en position de sécurité peuvent n'avoir aucune envie de négocier avec leur opposition démocratique. Ou alors, lorsque des négociations auront été initiées, les négociateurs du camp démocratique disparaîtront à jamais. Les individus ou les groupes qui s'opposent aux dictatures ont souvent de bonnes raisons de vouloir négocier. En particulier, lorsqu'une lutte militaire contre une dictature brutale s'est poursuivie durant des années sans victoire finale, il est compréhensible que le peuple entier, quelle que soit sa conviction politique, souhaite la paix. Des négociations sont particulièrement susceptibles d'être envisagées par les démocrates quand le dictateur a une nette supériorité militaire et que les destructions et les pertes humaines atteignent un niveau insupportable pour le peuple. Il se développera alors une certaine tentation d'explorer toutes les voies qui pourraient sauver une partie des objectifs des démocrates tout en mettant fin au cycle de violence et de représailles. Une offre de paix négociée adressée par une dictature à son opposition démocratique n'est bien sûr pas dénuée d'arrière-pensée. Les dictateurs peuvent mettre fin d'eux-mêmes à la violence en cessant de faire la guerre à leur propre peuple. Ils peuvent, de leur propre initiative, respecter sans marchander les droits et la dignité humaine, libérer les prisonniers politiques, faire cesser la torture, arrêter les opérations militaires, se retirer du gouvernement et présenter des excuses au peuple. Lorsque la dictature est forte mais qu'il existe une résistance gênante, le dictateur souhaite parfois négocier pour soumettre l'opposition sous prétexte de faire la paix. L'appel à la négociation peut séduire, mais il est fort possible que celle-ci cache de graves dangers. Par contre, lorsque l'opposition est en position de force et que la dictature est menacée, les dictateurs peuvent chercher à négocier afin de sauver le maximum de leur pouvoir et de leur richesse. En aucun cas les démocrates ne doivent aider les dictateurs à atteindre leur but. Les démocrates doivent se méfier des pièges qui peuvent leur être tendus par les dictateurs au cours du processus de négociation. L'ouverture de négociations alors que des questions fondamentales de liberté civile sont en jeu peut n'être qu'une ruse du dictateur visant à obtenir la paix ou la soumission des opposants alors que la violence de la dictature se perpétue. Dans ce type de conflit, la seule négociation envisageable est celle qui se tient à la fin d'une lutte décisive,
lorsque le dictateur est aux abois et qu'il cherche un couloir de sécurité pour se rendre à un aéroport international. Si ce jugement concernant les négociations paraît trop sévère, il se peut que le romantisme qui leur est associé doive être modéré. Il importe d'avoir les idées claires quant à la manière dont les négociations fonctionnent. Négocier ne signifie pas s'asseoir à une table et discuter sur un pied d'égalité pour résoudre des différends. N'oublions pas deux choses d'abord, lors des négociations, ce n'est pas la justice relative des positions et des objectifs des uns et des autres qui détermine le point d'entente. Deuxièmement, le contenu d'un accord négocié est largement déterminé par le rapport de pouvoir entre les parties en présence. Il importe de considérer plusieurs questions difficiles. Quelle perspective s'offre à une partie pour atteindre ses objectifs si, à la table de négociation, l'autre ne prouve pas de volonté de progrès? Et que peut faire une partie si, après être arrivé à un accord, l'autre ne le respecte pas et utilise ses forces sur le terrain pour agir unilatéralement de manière non conforme à l'accord? Une entente négociée n'est pas obtenue par l'évaluation des droits et des torts des uns et des autres quant aux questions en jeu. Bien que ces sujets puissent être débattus, les vrais résultats des négociations viennent de l'évaluation du pouvoir absolu ou relatif des groupes qui s'opposent. Que peuvent faire les démocrates pour s'assurer que leurs revendications essentielles soient respectées? Que peuvent faire les dictateurs pour rester au pouvoir et neutraliser les démocrates? Autrement dit, si l'on arrive à une entente, elle sera vraisemblablement le résultat de l'estimation dans chaque camp du rapport des forces et des projections quant à l'issue probable d'un conflit éventuel. Il importe également de prêter attention à ce que chaque bord accepte d'abandonner pour parvenir à l'accord. Lors de négociations réussies, il y a compromis, partage. Chaque bord obtient une part souhaitée et abandonne une part de ses exigences. Dans le cas de dictatures extrêmes, que peuvent céder les forces démocratiques? Quels objectifs des dictateurs doivent-elles accepter? Doivent-ils donner aux dictateurs, qu'ils soient un parti politique ou une clique militaire, un rôle permanent et constitutionnel dans le futur gouvernement? Où est alors la démocratie? Même si les négociations se passent bien, il est nécessaire de s'interroger sur la forme de paix qui en sortira. La vie sera-t-elle meilleure ou pire que si les démocrates avaient commencé ou continué la lutte? Et le CRC vous invite à cette révolution du fleuve, combien cher aux Congolais. Vous voyez vous-même la situation dans laquelle se trouve le Congo. Aujourd'hui, point n'est besoin de continuer à documenter la misère des Congolais. Et cette misère, c'est ce qui montre qu'il y a une dichotomie, il y a un fossé gros comme le Grand Canyon aux États-Unis entre les richesses générées par le Congo et le niveau de vie des Congolais. Mais ça, il n'y a pas que le CRC qui le dit. Toutes les études internationales, les gens sont étonnés. Toutes les institutions financières internationales sont étonnées de voir qu'il y a une misère au Congo auprès de la population qui ne correspond pas à la richesse, à l'argent que le Congo génère chaque année en termes de richesse. Et 2026, lorsqu'on vous invite à cette révolution pour chasser cette dictature, c'est pour reprendre les choses en main, reconstruire l'État congolais. Nous savons qu'il y a un grand chantier de reconstruction de l'État, de reconstruire les institutions et donner de l'espoir aux Congolais parce que les moyens, on en a. Mais ne comptez pas sur le pouvoir de partir de lui-même. Il ne partira pas. Rares sont des dictatures qui sont parties d'elles-mêmes. Très, très, très rares à travers le monde. Une dictature, on le combat. Et je vais vous dire une chose. Les menaces, vous savez, Sassou n'est pas plus menaçant que l'Union soviétique. Les gens se rappellent peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui ne se rappelle pas. Mais vous savez ce que c'est l'Union soviétique? Allez regarder sur Internet la crise de Prague. À peine les responsables de la République de Tchécoslovaquie avaient parlé, le lendemain matin, on avait 3 000, 4 000 chars russes à Prague.
Mais à un moment donné, le pape Jean-Paul II a compris que les systèmes de dictature finissent par s'essouffler. Et là, le pouvoir de Brazzaville est en train d'être essoufflé, s'il n'est pas déjà essoufflé. Et le pape, en Pologne, a dit aux populations polonaises et de l'Europe de l'Est, n'ayez pas peur, n'ayez surtout pas peur. L'heure est arrivée de vous soulever. I eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano, lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Parce que le pape avait compris que le système soviétique s'est essoufflé et que si les populations en Europe de l'Est se soulèvent, les pouvoirs en Europe de l'Est, y compris la Russie soviétique, n'ont plus les moyens d'intervenir militairement. Et c'est la fenêtre de tir pour aller vers les indépendances de certaines républiques soviétiques et vers la démocratie. Et c'est comme ça que le mur de Berlin est tombé. Le mur de Berlin est tombé, il n'y a pas eu de coup de feu. Mais le système s'est essoufflé de lui-même et vous avez des visionnaires qui ont compris que le système est en train de s'essouffler et donc c'est maintenant ou jamais. Et je vous dis pour le cas du Congo, l'armée française est en train d'être chassée. Sassou ne pourra pas compter sur l'armée française. C'est faux. Mais en ce qui concerne l'armée congolaise, la police et la gendarmerie, cela vous appartient d'être du côté du peuple ou du côté des criminels. Mais le peuple congolais sera sans pitié. On vous le prévient. Le peuple sera sans pitié. Tous ceux qui vont massacrer le peuple parce que le peuple s'est soulevé contre la dictature, peu importe le pouvoir qui viendra, seront livrés à la justice internationale. Ça, il n'y aura pas de cadeau. Aucun Congolais n'est plus important que l'autre. Aucun Congolais est plus divin que l'autre pour mériter de massacrer les autres, de les maltraiter, de les torturer. Et aucun Congolais est plus médiocre que l'autre pour mériter la misère. Le Congo nous appartient tous. Le Congo nous appartient tous. Qu'il s'agisse de la famille de Sassou Nguesso ou de la famille des paysans, nous sommes tous Congolais, y compris nos frères et sœurs qu'on qualifie abusivement de pygmées. Ce sont des Congolais. Dès lors qu'ils habitent dans les 342 000 km², ils méritent respect et prise en charge. Donc, prendre des individus pour des dieux, ça, jamais. Nous sommes tous égaux et la richesse nationale doit servir à tous, selon ses compétences, selon ses fonctions, selon ses attributions. Arrêtons de massacrer les finances publiques dans l'intérêt d'une famille avec ses enfants et ses amis. Ça, on ne peut pas. Et donc, le peuple congolais doit prendre ses responsabilités. Lorsque les populations de l'Europe de l'Est se soulèvent, les gens pouvaient tirer. Bon, dans certains pays, il y a eu l'armée qui a réagi, mais ces militaires ont été jugés et condamnés. Et puis, je vous dis, la liberté, ça se gagne. La liberté, c'est à la fois un combat intellectuel, mais aussi un combat de terrain. La liberté se gagne. Pour arrêter la Première Guerre mondiale, 6 millions de morts. Pour arrêter les nazis, 60 millions de morts. Pour gagner l'indépendance des États-Unis et mettre fin à la guerre de sécession, il y a eu des milliers de morts. C'est comme ça que les nations se construisent. C'est comme ça qu'on gagne la liberté. La liberté, c'est un combat. La liberté ne tombe pas du ciel. La liberté ne se donne pas sur un plateau d'argent. La liberté, ce n'est pas un cadeau d'anniversaire. La liberté, c'est une conquête.
struggle, les Anglaises, les anglophones, regardez les livres des anglophones. Struggle for democracy and peace. C'est un combat, c'est une lutte pour la liberté. Donc, n'attendons pas que ce pouvoir la parte. Faisons-les partir puisqu'ils n'arrivent pas à partir. Le troisième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est un sujet qui est en lien avec les ministres, parce que depuis un certain temps, Thierry Mungala est accompagné par un ministre et ce ministre essaie de rendre compte de son action en complément de ce que le ministre de la Communication peut dire. L'exercice est louable, hein? Tant mieux s'ils peuvent venir rencontrer les journalistes et puis rendre compte de leur action. Mais en fait, plus ces gens-là viennent parler, plus on se rend compte de l'énormité de leurs bêtises et de leur médiocrité qui nous renvoie aux deux sujets précédents qu'il faut les faire partir. Vraiment, parce que c'est encore plus grave. Je vous laisse regarder ce document d'Arlette Nono Soudan et je vous commande. Pourquoi avez-vous signé un protocole d'accord avec l'américaine USD Mint qui a déjà fait une expérience en matière de filets sociaux, notamment en Amérique latine, mais aussi en Asie, proposant de soutenir chaque Congolais à hauteur de $160. Qu'est-ce qui fait que ce projet, ce protocole d'accord que vous avez signé avec cette fintech américaine soit remis en cause par vous-même? Le protocole d'accord, oui, c'était pour démarrer des échanges. Nous avons opté, on s'est dit oui, on va y aller, pourquoi pas, puisque nous recherchons de l'argent dans le secteur du social. Mais malheureusement, ce protocole, mais je pense que nous avons eu à échanger avec vous, M. Ndongo, plus de 5 000 milliards, Monsieur le ministre, plus de 5 000 milliards qu'on donne aux Congolais. Mais le terme de l'accord, on ne vous dit pas si c'est un prêt ou c'est un don. Mais vous avez vu, vous êtes sûr, au jour d'aujourd'hui, qu'un organisme vous donne gratuitement, sans rien attendre, plus de 5 000 milliards, pratiquement plus de le budget de la République du Congo. Plus de 5 000 milliards de francs CFA, gratuitement. Laissez-moi quand même avoir des réserves. Je préfère avoir des réserves et te faire traiter d'analphabète financier que de pouvoir accepter. Je ne pouvais pas l'accepter, déjà. Mais j'ai mis ça à la disposition de mon collègue de finances. Moi, je suis biologiste, je ne suis pas financière. Je ne sais pas. Je ne connais pas ce qu'est l'économie, la gestion des finances. Ça, vraiment, traitez-moi d'analphabète, je l'accepte. Non. De grâce. C'est pas... Vous savez, je suis en contact avec la misère. Je sais ce que c'est que des personnes vulnérables. Une personne qui ne peut pas s'acheter une plaquette de paracétamol. Un enfant qui ne peut pas manger un morceau de pain. Et donc, on ne crache pas sur l'argent. On ne crache pas sur l'argent. Vous pensez comme ça, on va refuser de l'argent si vous avez les garanties? Monsieur le journaliste, Monsieur Ndongo, merci pour cette question. Vous venez d'écouter Arlette Nono Soudan, ministre des Affaires sociales, si j'ai bien compris. Alors, la question est simple. Vous avez signé un protocole d'accord, mais vous avez renoncé. Bon. Entre autres, réponse, je ne sais pas si les 5 000 milliards de francs CFA, qui est au-delà du budget congolais, c'est vrai, les 5 000 milliards, c'est presque les recettes, plutôt les recettes de 2 ans dans le plan finance. Mais elle dit,
Au final, je ne sais pas si c'est un don ou si c'est un prêt. Vous avez déjà vu une ONG vous faire un don de 5 000 milliards de francs CFA. Alors, je suis allé regarder un peu US Mint. J'ai vu que c'est un fonds d'investissement. Alors, ce qui est sidérant dans la réponse de la ministre, Madame Arlette Nono-Soudan, c'est qu'elle nous dit, au final, échappatoire, donc elle trouve une fenêtre pour s'enfuir. Moi, je suis biologiste, les finances, je n'en sais rien. Faites-moi des bêtes, d'idiotes, d'incultes, j'accepte. Moi, les finances, ce n'est pas mon problème. Bouf, j'ai balancé à mon collègue du ministère des Finances. Mon Dieu, Madame Arlette Nono-Soudan n'a pas compris que dans son ministère, lorsque elle doit signer un protocole d'accord, parce qu'elle a signé, hein, on a dit, vous avez signé. Soyons méthodologiques, hein, ayons de la méthodologie. Et écoutons bien, vous avez signé. On n'a pas dit, vous avez discuté. Elle a signé. Or, qu'est-ce qui précède la signature d'un protocole d'accord? Peu importe, hein, sur le plan international, sur le plan national. Ça suppose que c'est un document sur lequel chacune des parties a travaillé. Vous ne venez pas seulement le même jour et vous signez. Comme c'est au niveau du ministre, le ministre a au moins 3 services. Au moins 3 services. Le ministre a un cabinet juridique du ministère, ou sinon du renfort extérieur en termes de technicité, de compétences, si ça manque au ministère. Il y a au moins un cabinet juridique. Donc, vous avez soit une directrice des services juridiques, ou soit un chef de service juridique. Et c'est quelqu'un qui est diplômé en droit, qui a été recruté à un niveau Master 2, si ce n'est pas doctorat, PhD. Et c'est quelqu'un qui mange le droit. Donc, son rôle avec ses équipes, c'est de récupérer le brouillon proposé et de regarder toutes les subtilités qui peuvent causer du tort au Congo. Pas au ministère, non, au Congo, parce que le ministère signe au nom du Congo. Vous avez un chef de service administratif et finances, ou une direction administrative et finances, peu importe comment on l'appelle. Son rôle, c'est de dire, OK, mais on nous donne les 5 000 milliards. C'est pourquoi, sous quelle forme? Dotation, donation, prêt, oui, OK, mais rembourser à quelle échéance? Quelles sont les échéances? Mais quels sont nos revenus à nous pour supporter les échéances? Est-ce que nous sommes en capacité de? Quels sont les taux d'intérêt? Est-ce qu'il y a des taux d'intérêt ou c'est à taux zéro? Ça, c'est le service administratif et financier. C'est leur job. Ils sont formés pour. Et donc, c'est eux qui le font. Mais il y a aussi le service RH, les ressources humaines. Qui sont ces gens qui vont travailler? Parce que si on vous donne de l'argent, que ce soit une dotation ou un don, ça suppose que sur le terrain, il vous faut des agents. Mais ces agents-là, on va les recruter. On va les recruter sous quelle forme? Fonctionnaires, contractuels, ou on va faire de la sous-traitance. Et si c'est des fonctionnaires, si demain c'est l'action finie, est-ce qu'on le reverse dans la fonction publique ou on s'en débarrasse? Donc, et ça, c'est le rôle des ressources humaines. Il faut baliser, sécuriser le protocole d'accord. Ce qui fait que la ministre a des réunions, au moins avec ces 3 services, pour dire, voilà la mouture finale à proposer à l'autre partie. Et l'autre partie, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le patron de l'US Mint qui va... Non, lui aussi, il a les mêmes services auxquels il va soumettre le document. Et eux, ils vont aussi corriger. Et donc, les deux équipes peuvent aussi se concerter par mail, par téléphone, par visioconférence, jusqu'à avoir un protocole d'accord définitif. La moindre virgule, le moindre point. On nous disait cette phrase quand on était à l'école en français. Tuez pas, attendre mon retour. Mais tout dépend où on met la virgule. La personne sera tuée ou pas. C'est-à-dire, tuer, virgule, pas attendre mon retour. C'est un ordre d'exécution. Tuez pas, virgule, attendre mon retour. On vous interdit de tuer. Donc, tout ça dans les protocoles d'accord, c'est étudié méticuleusement. Ce qui fait que lorsque les dirigeants, les ministres, les présidents, les premiers ministres, les présidents, quand ils arrivent pour signer, il a tous les éléments qui ont été balisés par son ministère. Donc, il faut que les journalistes
rappelle Madame Nono Soudan qu'elle explique quelle a été la méthodologie de son ministère avant de signer ce protocole auquel elle a renoncé. Et écoutez ce qu'elle dit. Elle découvre par la suite qu'elle ne sait pas si c'est un prêt ou si c'est un don, ce qui est totalement faux. Les Américains ne vous donneront jamais 5 000 milliards de francs CFA sans vous dire très clairement que c'est un don ou c'est un prêt, et ça ne sera jamais un don, puisque c'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'ils investissent, en contrepartie, ils doivent avoir quelque chose. Pourquoi ils vous donneraient gratuitement? Et c'est le rôle de Mme Soudan avec ses équipes d'aller vérifier qui est ce groupe qui nous amène de l'argent, d'aller chercher les informations les concernant et de dire attention, là on n'ira pas. Conclusion de course, vous ne signez pas un document et vous dites je ne savais pas. Et d'ailleurs, ces fonds d'investissement, quand il s'agit de fonds vautours, des fois ils vous mettent une clause qu'en cas de suspension d'une des parties sans l'autre partie, voilà les pénalités. Et c'est comme ça qu'on nous a bouffé de l'argent. C'est comme ça que les fonds vautours à Londres ont massacré les finances du Congo parce que Sassou a signé. Au dernier moment, quand on lui a demandé des sous, il a refusé. Les OTN dont on vous parle, c'est ce qu'ils ont fait à Sassou Nguesso. Puisque nous, le blanc nous amène un papier, on signe. Il amène, on signe. Mais moi, je pense, je peux me tromper, certainement qu'on a dit à Mme Soudan, vous avez signé n'importe quoi. Il faut le dénoncer tout de suite. Heureusement, souvent, ces protocoles laissent une semaine, 2 semaines, voire 1 mois, vu l'importance de l'enjeu, pour que l'une des parties se rétracte sans rien. Il y a souvent. Donc, pensez toujours aux clauses suspensives. On appelle ça les clauses suspensives. On appelle ça aussi les délais de rétractation. Il est possible qu'on n'a pas vu certaines choses. Nous disons, le protocole d'accord sera appliqué dans 6 mois. Nous demandons un délai de rétractation de 2 mois. C'est-à-dire pendant les 2 mois, nos services finances, nos services juridiques, nos services RH vont continuer à décortiquer le texte en lien avec la loi américaine, en lien avec nos lois. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Oui, ça peut nous échapper. C'est comme ça, on est des humains. Donc, voilà une médiocrité qui est quand même terrible dans la réponse que donne Mme Arlette Nono Soudan. Deuxième document concernant cette ministre. Mme Arlette Nono Soudan répond à la question de la journaliste sur les 2 milliards de francs CFA d'aide aux sinistrés des inondations. Et la journaliste est très claire, hein, elle dit on ne voit rien. Partout, il n'y a rien. Alors, elle cite Bétou, elle cite Liranga, elle cite quelques villes comme ça, et demandant si les gens ont été là-bas. Mais madame, vous êtes une fiefée menteuse, excusez-moi de vous le dire. Regardez l'actualité de Bétou et le lot de Lubangui sur Internet. Vos cabinets ne vous ont rien dit. Bétou n'a pas reçu l'aide. D'ailleurs, quand ces gens parlent, ce qui est quand même curieux, quand ils ont goudronné 10 km de route, ils en font toute une pub. Quand ils ont planté 2 pieds de maïs, ils en font toute une pub. Et dans ce genre de questions concrètes concernant la population, ils parlent en l'air et au final, ils ne vous donnent aucun élément d'appréciation. À Bétou, combien de familles ont été aidées? L'aide a constitué en quoi? Mais c'est un raisonnement bateau. C'est un raisonnement confus, diffus, bateau, de dire on leur a amené à manger. Qu'elles nous disent où est-ce qu'elle a acheté les produits alimentaires. Quel type de produits alimentaires? Qu'elles nous produisent les bons de commande, qu'elles nous produisent les bons de livraison et qu'elles nous produisent les factures. Soyons sérieux. À Bétou et dans la Likwala, ce sont des êtres humains qui souffrent. Et on ne peut pas venir à la télé mentir en leur nom alors que les gens souffrent, mais réellement. Les hôpitaux manquent de tout. Madame Nono Soudan, savez-vous que fouillant les inondations, une femme, une Congolaise, donc notre mère, notre sœur, notre tante, a accouché dans une pirogue des jumeaux. Les gens ne se sont pas rendus compte. Et il y a un qui était tombé dans l'eau. Heureusement que l'une des personnes qui était là était vigilante et l'a vite repêché. Donc ne jouez pas avec la vie des gens. Les gens souffrent. Vous êtes dans l'opulence.
Vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez tout ce qu'il faut. Et ne venez pas mentir au nom de pauvres que les 2 milliards ont été utilisés pour les populations des localités que vous avez citées. Et je mets au défi les journalistes. Puisqu'elle vous demande d'y aller, allez-y. Elle vous a mis au défi. Relevez le défi. Allez à Bétou interroger les gens. Regardez l'actualité de Bétou sur Internet. RFI a fait combien de documentaires sur Bétou? Sur le Bangui? Regardez. Soyons méthodologiques. Elle vous dit les familles. Oui, combien de familles ont été aidées? Combien de familles? Ces familles-là dorment où aujourd'hui? Quelle est la politique sociale qu'elle porte? C'est quoi son projet de politique sociale au Congo? Pas que pour les sinistrés. Pour elle, Arlette Nono-Soudan, qu'est-ce qu'une politique sociale au Congo? Et ça concerne qui? Et comment cette politique sociale est mise en œuvre au quotidien? Voilà de la médiocrité en plein jour et devant tout le monde. Et on vous demande en 2026 d'aller voter pour Sassou pour maintenir encore ce genre de ministre. Là, je pense qu'on a un problème d'ici 2026. D'ici mars 2026, il faut que les Congolais comprennent qu'on ne peut pas continuer avec ces gens et que la seule porte de sortie, c'est cette révolution à laquelle on vous invite. Je vous demande de suivre une deuxième vidéo qui montre de la médiocrité de la gestion de notre pays. L'heure est grave au port de Yoro à Brazzaville. Depuis le mois de juillet, les eaux se sont retirées des quais du port de Yoro, laissant derrière elles des vastes bancs de sable qui rendent la navigation impossible dans ce site. Plus une seule goutte d'eau dans les quais. Les baleinières sont obligées d'accoster sur le banc de sable à plusieurs mètres de la rive. Les baleinières n'arrivent plus ici. Regardez, ici là c'est vide, c'est juste les pirogues. Les baleinières accostent maintenant de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils font? On fait maintenant le transbordement. On prend les gens là-bas, on la met dans les pirogues. Moyennant 200 francs par personne, y compris les marchandises. Donc les baleinières n'ont plus l'accès d'arriver ici. C'est ça vraiment les tracasseries et la population est en train de souffrir. Face à l'urgence et pour éviter l'arrêt total de l'activité, les autorités portuaires et policières du commissariat spécial de police de Yoro ont décidé de délocaliser temporairement les activités vers les parcelles riveraines. Avec les tillages, là, c'est difficile que le port de Yoro puisse fonctionner. On était obligé d'envoyer les activités dans des parcelles au voisinage. Tous les services, la police, le port, la douane, ils sont là-bas en train de travailler, mais avec difficulté. Cependant, pour continuer à assurer la sécurité des biens et des personnes, même dans ces concessions privées, le commissariat spécial de police de port de Yoro a déployé des piquets de police autour de ces concessions. Même dans les concessions privées, les difficultés persistent. Taxes abusives, tracasseries et conditions de travail dégradées. Depuis qu'il y a eu la baisse des eaux, nous sommes en train de souffrir ici au port de Yoro. Nos baleinières n'arrivent plus au quai. Donc là, nous travaillons maintenant avec les ports privés. C'est-à-dire nous sommes devant les parcelles des gens. Mais pour accoster devant les parcelles des gens, moyennant quelque chose, nous payons les accostages. Au lieu que nous payons ça au port, et nous payons ça maintenant chez les individus. Non seulement payer l'accostage, à l'entrée des marchandises dans le port, les propriétaires des parcelles nous taxent aussi de l'argent. Donc pour un gros véhicule, nous taxons 10 000, on nous taxe 10 000. Pour les petits, pour les kavaki, nous sommes taxés à 1 000 francs par tour. Or, quand on était dans le port, on nous taxait 6 000 francs pour le gros véhicule et 500 francs pour les kavaki pour toute une journée. Activités commerciales en chute libre, détournement du flux économique du port au profit des propriétaires des parcelles privées, cette situation a déjà des conséquences négatives sur les recettes portuaires. Nous avons causé avec le commissaire, avec les propriétaires de parcelles, pour essayer un peu de faciliter les clients, puisque le port taxe. Eux aussi ils taxent, mais ils taxent même plus que le port. Un véhicule qui charge, qui rentre par chez eux là-bas, nous le port on demandait 4 000 francs. Eux là-bas ils demandent 10 000 francs par véhicule. Donc si le véhicule fait 2 tours, 3 tours, il doit débourser 30 000. Alors que c'est trop. Et le port est en difficulté. Les recettes ont baissé parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens qui sont là-bas, les propriétaires, il y a 2 parcelles.
Là, tu payes 5 000. Là-bas, tu payes 5 000. Ça fait 10 000. Le colis que le port devait prendre à 500, on est obligé de prendre à 200. Dans ce secteur, l'étiage prend des allures de catastrophes naturelles. Et selon les observateurs, le niveau du flot pourrait continuer à baisser jusqu'en fin août avant une éventuelle remontée en septembre. Entre-temps, si aucun dragage d'urgence n'est effectué, même les canaux d'accès dans ces concessions privées seront totalement bouchés sous peu. Là où nous sommes là, au moins dans une semaine, même les pirogues ne vont plus arriver ici. Parce que du jour au jour, il y a la baisse des eaux. Donc du jour au jour, les manœuvres, les tracasseries s'augmentent. Donc nous, on ne peut pas travailler comme ça. Voilà pourquoi nous sollicitons qu'on puisse nous aider à draguer la parcelle afin que nous puissions continuer nos activités. Le directeur général est en train de se battre pour le dragage. Il nous a dit que d'ici août, S7 viendra pour draguer le port de Yoro. Un autre site affecté par le phénomène d'étiage au port de Yoro est le nouveau port moderne de pêche artisanal de Brazzaville. Construit dans le cadre de la coopération Congo-Maroc, ce port qui n'a pas encore été inauguré voit déjà ses accès envahis par des bancs de sable. Si aucun dragage n'est fait en amont pour ouvrir ce canal, ce site stratégique de l'économie bleue du Congo risquera de devenir un éléphant blanc inutilisable. Ce qui se passe aujourd'hui à Yoro est une alerte lancée au ministère de l'économie fluviale et des voies navigables, car ce n'est pas seulement le port de Yoro qui est concerné, mais aussi le fleuve Congo. Cette médiocrité concerne la gestion de Yoro, le port de Yoro. C'est pour vous donner juste un exemple. Le port de Yoro se trouve à Brazzaville, on est à Brazzaville. Qui ne connaît pas le port de Yoro? Qui n'allait pas acheter du poisson, du foufou, des fruits à Yoro? Nos parents, c'était le marché par excellence. Et c'était des bons produits venus du nord de Brazzaville, le long du fleuve. Voilà comment on a sacrifié Yoro. Quand je suis tombé sur cette vidéo, j'en ai eu les larmes aux yeux. Sincèrement. Et le problème, c'est lequel? Le dragage. Mais nous étions enfants. On partait au bord du fleuve jusqu'à Yoro. Assister comment on était en train de draguer le fleuve Congo. On était enfants, il y avait des équipes de l'ATC qui draguaient le fleuve Congo. C'était un plaisir pour nous. Quand on apprenait que tel jour, telle semaine, il va y avoir des opérations de dragage, on partait voir comment ils sortaient le sable. Mais on appelle ça aménagement du territoire. Vous savez comment on l'appelle? Vous avez deux ministres là. Le ministre des grands travaux et le ministre de quoi? De l'économie fluviale et tout. Ils font quoi comme travail? Yoro, c'est Yoro, c'est un vrai pôle économique. Sincèrement. Yoro permettait à nos parents du Nord qui pratiquaient l'agriculture, la pêche, la chasse, d'évacuer leur production vers Brazzaville de la manière la plus facile avec du gros tonnage, parce que le bateau transporte des gros tonnages, et ça permettait aux populations au nord du Congo d'avoir des revenus. Mais puisqu'on a tué, on est en train de tuer Yoro, juste parce que il n'y a pas de dragage. Attention, ce n'est pas une catastrophe. Tous les ports du monde entier connaissent des problèmes. On fait du dragage, on fait de l'aménagement, on répare les quais. Le seul pays où il n'y a pas d'entretien des installations, des infrastructures, c'est le Congo. On pense que quand on a construit une maison, c'est fini. On a construit la gare, c'est fini. Mais bien, Zoliki, il y a qu'il faut un président. Bon, là, mais tout la gare, maintenant, si la gare coupe, il y a beaucoup de fautes. Les hommes, ils ont beaucoup de choses. Pourquoi on a ça à ton guide? Et ceux qui est payé, ils aillent. Mais non! Donnez-nous le budget du port de Yoro. Moi, je veux bien examiner le budget de Yoro. Et je vous dirai ce qui ne marche pas dans ce budget. Quelles sont les charges pour gérer le port de Yoro? Et parmi les charges, il y a l'entretien, il y a le dragage, il y a tout ce que vous voulez. Yoro fait entrer de l'argent dans les caisses de l'État, qu'on ne vous trompe pas. Et maintenant, on va louer les parcelles des gens pour décharger la marchandise. Mais c'est honteux. Donc, c'est comme si le port de New York, on va décharger maintenant dans les maisons des gens. Mais c'est quoi ça? On passe d'un pays qui était un pays, comment on appelait ça à l'époque? À revenu intermédiaire. Nous étions classés. Sassou arrive au pouvoir, nous sommes un pays à revenu intermédiaire. Il nous a déclassés dans le groupe peu élogé des pays pauvres très endettés. Et vous pensez que ce mec est sérieux?
Vous avez un coach qui prend une équipe de Ligue 1, qui joue la Ligue des Champions. Et le coach, par sa médiocrité, par ses choix, ses stratégies médiocres, son classement toujours, on ne comprend rien, fait reculer l'équipe en Ligue 2, puis en Ligue 3. Et ce coach, on le garde. Vous êtes sûr? Sassou a pris un pays en voie de développement, un pays à revenu intermédiaire. Nous étions, après les pays développés, parmi les pays les mieux classés. Vous savez qu'est-ce qui le prouve? Le FMI et la Banque mondiale, le Club de Madrid, de Londres et de Paris ont toujours refusé d'annuler la dette du Congo. Parce que, disons, c'est la mauvaise gestion qui fait que le Congo soit là. Le Congo a l'argent pour payer sa dette. Et voilà ce qu'on a fait de notre pays. On a pris un pays en voie de développement, on a fait un pays en voie de destruction. Et c'est ce pouvoir que vous allez encore choisir en 2026. On n'est pas sérieux. Même ceux qui souffrent du syndrome de Stockholm n'agissent pas comme ça. Et le peuple congolais doit enlever le voile psychologique qui l'empêche de voir. Le peuple congolais doit enlever les boules psychologiques qui l'empêchent d'entendre ce qu'on vous dit. Même quand vous visitez les quartiers qu'on appelle fiefs du PCT. Mais c'est un scandale, Wenze. C'est un scandale, Talangaï. C'est un scandale, Mikalou. Regardez les pleurs des pauvres mamans. L'heure n'est plus de dire on aime ou on n'aime pas quelqu'un. L'heure est qui peut diriger le Congo dans l'intérêt de la collectivité. Sassou a échoué. Ce n'est plus une discussion. Sassou a échoué. Ce n'est plus un débat. Soit en 2026, il est gentil, il dit je vais m'asseoir au Qatar où j'ai des potes, ou en France, semble-t-il que les Français l'aiment, ou ailleurs, et le PCT présente un autre candidat. Peut-être on pourra aller à une élection en se disant le PCT a un autre candidat. Le PCT s'est sevré de Sassou. Ou soit c'est encore Sassou. Alors dans ce cas, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On n'y va pas encore 5 ans avec lui. Ça, c'est pas envisageable. Le pays ne lui appartient pas. Eh bien, ça, il faut le lui faire sentir. La révolution du fleuve reste la porte de sortie s'il est candidat. Le PCT doit nous montrer qu'ils peuvent nous présenter d'autres candidats. Tous ceux qui parlent au PCT, ils ne peuvent pas être candidats. Donc le PCT, il n'y a que Sassou, avec sa médiocrité. Alors au nom de quoi vous êtes un grand parti? Vous n'êtes pas un grand parti si vous pensez que le PCT... Nous avons milité, nous militons toujours à l'UPADES. On l'a fait toujours sortir à Fatima Biala. Il peut partir, l'UPADES sera dirigé. On le dit avec fermeté. L'esprit UPADES l'a démontré. Ce n'est pas lui qui a créé l'UPADES. Et pourquoi il va nous faire croire qu'il n'y a que lui qui peut diriger l'UPADES? Pascal Fatima Biala, avec toute sa bande, peut dégager aujourd'hui. Nous allons gérer l'UPADES. Ne vous inquiétez pas. Sassou peut partir avec tous ses enfants. Le PCT aura des gens pour les gérer. Tout comme les autres partis politiques. Ne portez pas votre espoir sur une personne qui n'a aucune idéologie, aucune vision, aucun espoir pour les populations. Et quand vous êtes un grand parti, ça suppose que vous avez au sein de votre parti au moins 10 personnes qui peuvent diriger le parti. Et vous l'assumez. Moi, président, je vous l'assure, je ferai 10 fois mieux que Sassou, 20 fois mieux que Sassou. Je sais où je peux amener le Congo. C'est pour ça que je vous dis, il peut partir. Je parle de moi, mais il y a de nombreux Congolais qui sont capables de gérer la présidence de la République, la primature, les ministères. Beaucoup de Congolais en sont capables, vous les voyez sur Internet. Donc, n'ayons pas peur. Oh non, si Sassou part, il y aura la guerre civile. Au nom de quoi? Pourquoi on va se battre parce que Sassou est parti? Parce qu'il est qui? Même Jésus est parti, les gens se sont battus. Mahomet est parti, les gens se sont battus. Et pourquoi si Sassou part, les gens doivent se battre? Non. Pourquoi? Au nom de quoi? Non, si Sassou quitte le pouvoir à midi, à 14h, il n'y a plus de Mboshi. Mais qui a dit ça? C'est lui qui l'a dit, personne d'autre ne l'a dit. C'est de la manipulation des masses. Ça, on le sait, on connaît la communication politique. C'est la manipulation des masses. Donc, ne vous inquiétez pas. Le Congo a les moyens de s'en sortir. Il ne nous reste plus qu'à mettre fin au pouvoir de Sassou. Voilà notre objectif aujourd'hui. Voilà, chers téléspectateurs de R7, cette chronique que je souhaitais partager avec vous. J'espère que vous serez nombreux à liker, à commenter, à poser des questions comme vous le faites toujours. Et c'est toujours avec un grand plaisir. Je réponds à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater une seule émission de R7. Et je vous dis pour le moment, portez-vous bien. Passez de bons moments avec vos proches, vos amis, vos familles. Je vous dis à bientôt pour nos prochaines chroniques.